Alors, la stratégie de Macron vis-à-vis du conflit russo-ukrainien est assez pathétique. Quand bien même tous nos hommes politiques gesticulent, on va se passer de l'Amérique, etc., structurellement, c'est systémique. L'élargissement de l'Union européenne rend l'Union européenne plus pro-américaine, plus membre de l'OTAN, plus atlantiste. Chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien. Alors avant de commencer, je tiens à rappeler que notre dernier magazine hors série Ukraine, la guerre sans fin, est toujours disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Alexandre Delval. Monsieur Alexandre Delval, bonjour. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va en profiter pour faire un petit point sur l'actualité internationale. Et pour commencer, je vais aborder le sujet russo-ukrainien. Alors, où en sont les négociations de paix actuellement? Est-ce qu'on est un peu au point mort ou est-ce qu'il y a eu de nouvelles avancées? Je ne pense pas qu'on en soit au point mort. On a quand même des gens qui sont en charge, notamment de fonds souverains russes, qui sont très en avance sur les requêtes des Russes et les requêtes américaines concernant différents investissements qui vont vraiment dans tous les sens. Il y a une très grosse discussion sur les possibilités d'investissement, pas uniquement dans l'Arctique, mais aussi y compris concernant les terres rares et d'autres métaux précieux et d'autres ressources en Ukraine, tant côté ukrainien que côté russe. Donc on a quand même pas mal d'avancées de ce point de vue, mais c'est encore plus ou moins secret. Ce n'est pas vraiment secret parce qu'on trouve les informations, mais on sait que beaucoup de points ont été abordés. Ce qui est certain, c'est que les Russes, n'ayant aucun intérêt à arrêter les combats aujourd'hui, puisqu'ils aimeraient faire le plein des 4 régions pour nos auditeurs, je pense qu'on en parle souvent en Omerta, il y a 4 régions qui ont été officiellement annexées, et c'est dans la constitution russe, notamment, bien entendu, Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia, Kherson, et une seule de ces 4 régions a fait pratiquement le plein, 99% a été conquis, mais les autres régions sont autour de 70%, ça va 70, 72, 66, 74, ça dépend. Et donc ces régions-là, soit elles vont être, on va faire le plein, les Russes vont les, entre guillemets, reconquérir ou conquérir pour pouvoir dire nous avons le contrôle des territoires que nous avons annexés, soit ces territoires restent en partie occupés, entre guillemets, par leur ancien possesseur qui résiste, l'Ukraine. Et donc de deux choses l'une, soit les Russes pensent qu'ils vont les récupérer avec le temps, avec la guerre, mais qui progresse assez peu rapidement, parce que les Russes, contrairement à ce qu'on dit dans la presse, ne veulent pas tuer trop de leurs propres soldats, ni trop de civils russophones, puisqu'ils ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assises. Soit ça s'obtiendra par une négociation avec les Américains, qui, s'ils ont eux-mêmes assez en échange, donc dans les domaines business et partage du monde et Arctique et compagnie, est-ce que les Américains accepteront de couper les vivres aux Ukrainiens comme cela a été fait déjà pendant 8 jours le mois dernier? Est-ce qu'en stoppant l'aide radar, imagerie, satellite, est-ce que les Américains vont faire un petit cadeau aux Russes pour qu'ils reprennent très rapidement ces régions? Est-ce qu'ils vont faire pression sur les Ukrainiens dans le cadre d'une paix pour qu'eux-mêmes libèrent ces régions au profit des Russes? Ça paraît très peu probable. Pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est celui d'une progression très lente des Russes en absence d'une négo et d'une aide américaine pour que les Ukrainiens lâchent les 30% des 3 régions qu'il leur reste encore. Et voilà ce qu'essaient d'obtenir les Russes. Les Russes disent soit ça va durer encore longtemps, dommage pour vous parce que vous avez promis 24 heures, soit vous nous aidez à ce que ça se fasse vite. Et là, les Russes vont-ils aller encore plus loin? Apparemment, il y aurait même une 5e région, je mets la Crimée de côté, qui serait déjà un petit peu grignotée. Il y a des avancées russes aussi vers le Dniepr et des affluents du Dniepr qui ont déjà été franchis. Il y a aussi des avancées russes toujours autour de Pokrovsk et de Kharkiv. Et dans le nord, bien entendu, on a vu après Koursk qu'il y a eu
Soumis, Souja, il a tout un tampon que les Russes essaient d'obtenir dans une partie de l'Ukraine que jadis ils avaient perdu après une première conquête. Donc tout cela, c'est très compliqué à gérer. Et M. Trump veut quand même en échange de donner ce petit cadeau qui consisterait à aider les Russes à prendre ce qui n'est pas encore pris dans ces 4 régions. Il va falloir que Poutine lâche beaucoup. Et pour l'instant, la négociation n'est pas rompue, c'est déjà ça. Il y a eu des petites trêves sur les installations énergétiques, sur la mer Noire, tout le monde le sait, on en parle dans la presse, et quelques petites avancées. Mais ça va être très long et je pense même qu'il n'est pas impossible que la guerre dure, même pourquoi pas des mois, voire 1 ou 2 ans. Un grand expert en sécurité suisse qui fait de l'analyse de prévision de guerre a analysé le conflit qui ne pouvait pas terminer avant 5 ans. On est à 3 ans. Il n'est pas impossible que malgré des sortes de petits cessez-le-feu violés en permanence, ça dure encore longtemps. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. D'accord. Et quelle est, selon vous, la stratégie d'Emmanuel Macron et de la France vis-à-vis du conflit russo-ukrainien et vis-à-vis de Donald Trump aussi? Alors la stratégie de Macron vis-à-vis du conflit russo-ukrainien est assez pathétique. Non pas parce que j'ai une dent contre Macron, c'est pas du tout pour critiquer Macron, mais qu'est-ce que peut faire la France aujourd'hui? La mouche qui fait avancer le coche. Qu'est-ce que peut faire la France? Emmener des hommes en Ukraine avec les Anglais. Déjà, c'est plus du tout Bruxelles, c'est plus du tout les Européens, puisqu'il y a les Anglais. Quand on nous dit l'Europe se réveille, c'est l'unité européenne face à l'abandon, face au populisme nocif, nauséabond de Trump, etc. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a 4 pays européens qui se réunissent avec des Anglais. Il n'y a que 4 armées européennes qui tiennent plus ou moins la route. C'est plutôt moins que plus, mais disons un peu moins que les autres. Et ces pays ont besoin de l'Angleterre. Donc quand l'Europe veut faire l'Europe de la défense, ce n'est pas au nom de l'Europe, c'est avec l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne. Déjà c'est toute une poésie. Ensuite, on ne peut envoyer... J'avais fait l'interview d'un grand spécialiste de la défense, ancien militaire au gradé, qui fait toujours des conseils pour l'état-major, Olivier Krohn. J'avais fait une interview de lui il n'y a pas très longtemps dans Le Diplomate, .media.fr, et il dit lui-même que maximum, on peut envoyer 35 000, 40 000 hommes. Or, pour gagner, M. Zelensky aurait besoin de 300 000 hommes, et pour gagner, il aurait besoin aussi d'une vraie zone d'exclusion aérienne et de beaucoup d'avions de chasse, et il aurait besoin de 4, 5, 6, 10 fois plus de munitions. Donc hommes, munitions, couverture aérienne, aviation d'attaque, tout cela il ne l'a pas, ou en très petite quantité. Donc ce que peut faire Macron, c'est uniquement le plan Trump. C'est ça qui est paradoxal. On n'arrête pas de montrer les muscles. L'Europe va résister au plan Trump. Nous allons continuer l'OTAN et l'effort d'aide aux Ukrainiens. Macron lui-même, d'ailleurs on se contredit facilement, Macron et Starmer lui-même reconnaissent que les troupes qu'ils vont envoyer seront loin du front, peu létales, elles n'auront pas de mission d'attaque, elles s'interposeront, mais on se demande bien comment elles vont pouvoir riposter en risquant de déclencher une guerre avec la Russie. Ce serait un peu comme la fille nulle au Liban. Et ces troupes, on nous a bien dit qu'elles seraient envoyées dans le cadre d'un plan de paix. Or, ce plan de paix est en train d'être négocié par Trump et Poutine. Donc, si vous voulez, ça fait penser au petit prince qui doit donner un ordre parce qu'il n'a pas le choix, parce que quelqu'un de plus fort que lui a déjà donné l'ordre. C'est un petit peu ou alors la mouche qui fait avancer le coche. Donc tout ça, c'est de la gesticulation, parce que si encore l'Europe réunissait 400 000 hommes pour vraiment faire poids, pour aider l'armée ukrainienne à résister au progrès de la Russie, pour moi, ce serait dangereux, parce que là, il y aurait un risque de guerre autant Union européenne, autant Russie, mais à la limite, il y aurait une cohérence. Là, ce n'est que de la gesticulation. Ça fait peur à personne. Ça fait beaucoup rire Lavrov et ça fait beaucoup rire les grands stratèges russes. Et enfin, pour ce qui concerne les menaces de sanctions, on a fait toutes les sanctions possibles et imaginables. Tant qu'on n'a pas totalement rompu avec le gaz russe par bateau, parce que pour nos auditeurs, j'entends souvent des gens dire qu'on s'est privé du gaz russe. C'est pas vrai. On s'est privé du gaz russe pas cher. Et ce n'est même pas les sanctions, ça a été des sabotages de Nord Stream 1 et 2, ça a été des décisions russes parfois, des décisions européennes de l'autre, parfois des décisions sous contrainte
de la part des Allemands. Et récemment, c'est Zelensky qui a rompu les derniers accords pour du gaz en gazoduc. Donc en gros, le gazoduc, écologique, contrat à long terme, pas cher et facile à transporter puisque c'est des pipelines, des gazoducs. Celui-là, il a été plus ou moins rompu, mais pas à cause des sanctions. Par contre, le gaz russe par bateau, qui lui se négocie à un prix beaucoup plus proche du prix mondial, il n'a jamais été interdit. Donc on a toujours importé, et on a même importé plus de gaz liquéfié russe que jadis, ce qui est d'ailleurs moins gênant pour les Américains, parce que ce qui gênait les Américains, c'est un gaz par gazoduc qui était beaucoup plus bas en prix qu'un gaz par bateau, shale gas, un gaz de schiste par bateau, un GNL, qu'on achemine en gazifiant, en liquéfiant et regazifiant par des terminaux très coûteux. Et tout cela est très peu écologique et très coûteux et même dangereux. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est vraiment le dindon de la farce. Elle n'a même pas réussi à remplacer le gaz russe. En 2024, fin 2024, le gaz russe par bateau, je le répète exprès parce que tout le monde croit qu'il n'y a plus de gaz russe en Europe, a augmenté de 80% pour la France et de 45% en moyenne pour l'Union européenne. Et je ne parle même pas de l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie qui ont des exceptions. Eux, ils ont encore des gazoducs. Mais nous, le gaz par bateau, beaucoup plus cher, mais russe, a augmenté drastiquement à tel point que le shale gaz américain, donc le gaz de schiste également par bateau, a été doublé par le gaz russe qui est repassé en numéro 1 devant américains et norvégiens. Donc quand on sait cela, on se dit c'est de la gesticulation tant du point de vue des troupes qu'on voudrait envoyer qui vont servir à rien et qui ne vont que servir le plan Trump qui voulait qu'on envoie des troupes européennes pour payer l'effort de garantie de sécurité, mais même sur le volet économique, dindon de la farce totale, des sanctions qui n'ont pas du tout empêché la guerre russe puisque les Russes continuent à se financer grâce au gaz qu'ils nous vendent et pas uniquement aux Chinois ou le pétrole aux Indiens qui est raffiné par la suite, ou à la Malaisie. La Malaisie raffine beaucoup de produits pétroliers russes qui sont importés directement aux États-Unis. Les États-Unis importent du pétrole russe rendu produit raffiné par la Malaisie, et nous, on importe clairement du pétrole russe, plus cher qu'on devrait l'acheter, par l'Inde qui nous le vend en produits raffinés. Donc voilà, c'est vraiment une question de... Et enfin, l'Europe va acheter des armes américaines dans son projet de soi-disant d'autonomisation vis-à-vis des États-Unis. On ne va rien autonomiser du tout. On montre les muscles. On dit qu'on n'est pas d'accord avec Trump pendant les 4 ans où il est là. Peut-être qu'après, les démocrates reviendront, je n'en sais rien. Mais en fait, on n'a absolument pas rompu avec l'OTAN et l'OTAN n'a pas rompu avec les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas être exclus de l'OTAN et qui commande l'OTAN, ça reste les États-Unis. Donc dès lors qu'on veut faire un volet européen de l'OTAN et qu'on est obligé de suivre des normes d'interopérabilité des armes qui sont des normes américaines, avec des achats d'armes, à peu près 65% des armes dans le système d'interopérabilité de l'OTAN, parce que pour nos auditeurs, si on veut une armée européenne, ou plutôt des troupes de pays européens plus l'Angleterre, qui iraient quelque part dans le cadre de l'OTAN, il doit y avoir une interopérabilité. Et il y a des normes et des process. Eh bien, ce sont des process qui impliquent du matériel américain et de la décision américaine. Donc, si vous voulez, ce qui va changer, c'est uniquement qu'on va payer beaucoup plus pour nous et on va payer beaucoup plus pour l'Ukraine par rapport aux Américains. Les Américains vont faire des économies, mais on reste leur vassal. C'est ça qui est fantastique dans l'opération Trump. Je ne suis pas un admirateur, mais du point de vue Trump, c'est fantastique. L'Europe reste vassalisée indirectement, tout en montrant ses muscles pour rien, mais elle va payer beaucoup plus cher pour être vassalisée par l'OTAN. Mais justement, comment est-ce que vous interprétez la volonté de Donald Trump de vouloir renforcer ses relations, notamment avec la Russie, afin de contrer l'influence croissante de la Chine dans le contexte actuel international? Oui. Alors, je ne crois pas du tout que Trump va réussir à découpler la Chine de la Russie. Je me rappelle avec mon maître, le général Gallois, l'inventeur de la force de frappe nucléaire française, dite la dissuasion du faible au fort. Le général Gallois était un grand stratège et il avait reçu Kissinger à son anniversaire, qui venait lui parler des affaires du monde.
Et moi, j'arrivais, il m'a raconté un petit peu le fruit. Et il venait pas de célébrer, mais de faire un petit discours avec Kissinger sur le fait que déjà en 1998, il y avait un premier accord entre les Russes et les Chinois pour régler leurs problèmes frontaliers qui existaient, qui étaient restés en suspens, et initier une période d'amitié et de coopération tous azimuts, extrêmement importante. Ensuite, il y a eu la guerre du Kosovo un an plus tard. L'ambassade de Chine avait été bombardée par les forces de l'OTAN américaine. Ça avait énormément irrité les Chinois. Il y avait déjà eu une guerre commerciale sous Clinton, d'ailleurs, contre les Chinois, et il y avait une très grande tension. Donc tout cela n'est pas nouveau, ce n'est pas que Trump. Et ensuite, 2001, l'organisation de Shanghai, qui fut créée, soi-disant contre l'islamisme, menace commune. Mais déjà à l'époque, l'idée c'était permettre un monde plus multipolaire, et il y avait beaucoup de convergence entre la Chine et la Russie. Enfin, il y a aussi les projets de Sibérie, Force de Sibérie 1 et 2. Donc le 1 existe déjà, il a été doublé de volume, et l'idée c'est que Force de Sibérie 2, donc un autre gazoduc qui emporte du gaz russe vers l'Asie, est en gestation. Ça a traîné, mais ça suit son cours, et peut-être que d'ici 2, 3, 4, 5 ans maximum, la Russie aura, avec Force de Sibérie 2, pratiquement de quoi totalement remplacer ce qu'elle vendait à l'Union européenne. Elle pourra se passer même du gaz russe qui est vendu aujourd'hui par bateau. Donc la Russie va peut-être souffrir pendant quelques années, puisque les sanctions sont de plus en plus drastiques. Maintenant, il y a des sanctions secondaires. Les sanctions secondaires, pour nos auditeurs, c'est celles qui frappent ceux qui aident la Russie à les dévier. Donc on les appelle secondaires. Elles ont un peu marché sur quelques banques chinoises privées liées au marché américain, pas sur celles qui ne sont pas exposées. Elles ont un peu marché sur la Turquie, qui continue à faire des choses avec la Russie, mais qui ne fait plus de commerce direct pour détourner la coupure de SWIFT, etc. Mais les relations d'interdépendance entre la Chine et la Russie, le marché de l'un pour l'énergie, de l'autre pour les biens de consommation, les sujets internationaux dans la logique de partage d'influence, de zones d'influence, et la coopération tous azimuts dans tous les domaines, pas uniquement les puces ou des matériels militaires ou de l'énergie ou des biens de consommation, mais aussi une vision des relations internationales fondée sur une désoccidentalisation qui est quelque chose de très profond. Ça ne s'arrêtera pas. Donc ce que pourra négocier Trump, c'est peut-être compenser un peu cette sino-dépendance, et la Russie, ça l'intéresse. Si les Russes sont trop dépendants des Chinois, c'est ennuyeux pour eux. D'ailleurs, ça a déjà arrangé les Russes depuis qu'il y a un début de reset qui n'est que verbal pour l'instant entre Russes et Américains. Les Russes ont commencé déjà à dire aux Chinois, maintenant on arrête de faire trop de ristournes. On va arrêter les frais parce que les Chinois demandent de plus en plus de ristournes. Et apparemment, les Russes se sentent beaucoup plus libres, et ils peuvent dire aux Chinois, de toute façon, avant, vous nous pressiez à fond, vous nous vendiez cher vos produits et vous nous achetiez beaucoup moins cher notre énergie parce qu'on était pris à la gorge. Bientôt, si ça se trouve, on fera du business avec les Américains. Donc c'est toujours bien, même si cette alliance ne pourra pas être défaite avant longtemps, on ne pourra pas les dessouder. Ils sont très soudés. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est aider la Russie à moins être dans les mains. Elle ne sera pas obligée de manger dans les mains de l'oncle Xi. Et ça intéresse la Russie. Et ça, c'est en train d'être négocié aussi entre les deux. En plus de ça, il y a quelques jours, Donald Trump a imposé une guerre commerciale au reste du monde, à travers entre autres la mise en place de tarifs douaniers jamais égalés depuis 1930. Quel est votre avis sur ce protectionnisme américain? Est-ce que vous le comprenez? Alors je le comprends, j'ai rédigé un petit article vendredi dernier dans ma tribune du week-end dans Valeurs Actuelles sur la stratégie du shock and awe. Les Américains avaient conçu cette expression pour les guerres en Irak notamment. La première guerre en Irak, mais même la deuxième, elle avait consisté à une série de bombardements absolument drastiques qui sidèrent l'ennemi, avec des bombardements aussi sur les infrastructures civiles, chimiques, etc., et énergétiques aussi, éclairage, approvisionnement, etc. Donc c'est exactement ce qu'on reproche aux Russes aujourd'hui. Les Américains l'ont toujours fait, l'ont même théorisé. Et dans la stratégie du shock and awe, l'idée c'est de totalement sidérer l'ennemi, le désorganiser, le diviser, le désorienter, pour qu'il arrive assez rapidement à une négociation où il cède 80%,
alors qu'il ne l'aurait pas fait si ça avait été graduel. Et donc il a appliqué ça à l'économie. Son conseiller Navarro lui a conseillé aussi, mais c'est quand même la stratégie Trump. Ça fait partie de l'art du deal. Je vous annonce le chaos. Et donc le jour où il y a un accord, on est presque soulagé. Je croyais que j'allais perdre mon immeuble, je sauve la moitié. C'était un petit peu ça, sa stratégie. Alors certes, il faut être le plus fort pour négocier comme cela. Il faut être un requin et être en position de force. Comme il dit, il faut avoir les cartes en main. Et voilà ce qu'il veut faire au niveau international. Donc sidérer tous ses ennemis avec une annonce de droits de douane augmentés, parce que de toute façon, même s'il y a des négos, ça va être plus que d'habitude. Donc il va y avoir une augmentation des entrées. L'idée de M. Trump, c'est de punir tous les Américains qui ont trop délocalisé. Donc à un moment, il y aura un clash avec Musk et avec tous ceux qui ont des réseaux sociaux et tous ceux qui ont beaucoup d'optimisation et tous ceux qui font leur argent en dehors des États-Unis. L'idée aussi, c'est de faire baisser le coût du dollar. Et l'inflation, dans la théorie de Navarro, c'est d'aller jusqu'à 4-5% sans problème. Les salaires suivront avec une augmentation des salaires. C'est comme pour la Russie, on a dit 9% d'inflation, c'est terrible. S'il y a 15% d'augmentation des salaires, ce n'est pas si grave que ça. Au contraire, c'est compensé. Donc, il faut toujours relativiser. Tant qu'on n'est pas à 100% d'inflation, ce n'est pas le drame. D'ailleurs, Marc Fiorentino est le seul analyste économique tout à fait autorisé, mais aussi un peu Marc Toiti, qui était assez lucide, je l'ai vu hier sur LCI, il était même presque accusé d'être poutinien, ou trumpien, pardon, lapsus. Ces deux grands économistes et analystes financiers ont relativisé. Ils ont dit, attendez quelques mois avant de dire que l'Amérique va se ruiner, qu'elle coupe, qu'elle scie la branche sur laquelle elle est assise, que c'est la guerre commerciale, que la guerre commerciale, c'est la phase juste avant la guerre tout court. On l'a dit déjà quand Trump était au pouvoir dans les années 2016-2021. Trump avait, rappelez-vous, il veut la guerre avec la Chine, c'est la guerre des civilisations doublée d'une guerre commerciale et d'une guerre économique totale qui va déboucher sur une fracture et une paralysie de l'économie mondiale. Les Chinois eux-mêmes avaient répondu très durement, non, on ne cédera pas. On était soi-disant au bord de la guerre. Et rappelez-vous, parce que c'était exactement comme maintenant, au bout de quelques mois, on avait trouvé un équilibre. Parce que le problème, c'est que la Chine, elle est rentrée par réfraction dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'époque où l'Occident jouait tout le temps la Chine contre la Russie, ne comprenant pas que son vrai ennemi du futur, ce serait la Chine. Ennemi au sens, pas qu'il attaque, au sens rival géoéconomique. Et on avait trouvé un arrangement, parce que les Chinois nous entubent. Monsieur Trump parle souvent de cette expression un peu vulgaire, ils nous entubent les Européens, mais aussi surtout les Asiatiques. Les Asiatiques ont une caractéristique, depuis la guerre de l'opium déjà, qui avait été déclenchée pour cette raison. Je ne dis pas que c'est juste la guerre de l'opium, c'est un traumatisme pour les Chinois, mais déjà, dans l'histoire, la Chine a souvent voulu se fermer au marché des autres, mais ouvrir le marché des autres pour ses produits. Toujours ce commerce à sens unique. Autre chose aussi que veut rectifier Trump, dans l'OMC, il y a plein de règles qui sont violées par des pays asiatiques, mais surtout la Chine. Et en plus, la Chine bénéficie de l'accord des pays défavorisés du tiers-monde. Elle a des clauses, si vous voulez, des exemptions qui lui permettent de bénéficier de faveurs et de protectionnisme à sens unique. Si vous voulez, tout ça est complètement fou. Donc Trump, il dit, il faut que tout ça change, qu'on rééquilibre les comptes. Et c'est vrai qu'il y a un déficit d'exportation et il y a des déficits commerciaux avec plusieurs pays. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, mais on pourra savoir s'il s'est trompé dans quelques mois. Pour l'instant, la bourse a remonté ce matin. Nous sommes le 8 avril. Elle avait un peu déjà remonté ce matin. La baisse, c'était qu'une correction. Et encore, on n'est pas revenu au vrai prix des entreprises. Il y a eu une énorme montée de la bourse et on n'est pas du tout au prix qui était celui d'il y a quelques années. On a des valeurs qui sont largement surestimées. Il y a eu des spéculations. Un jour, le patron d'Auchan, Gérard Mullier, m'avait dit « Moi, la seule bourse en laquelle je crois, c'est mon bilan annuel. » Et c'est pour ça qu'Auchan n'a jamais voulu être dans la bourse, parce qu'il me disait « La bourse, c'est comme si on avait un faux bilan. On a un moment, une valeur qui n'est pas la vraie, qui soit surestimée. Donc, il ne faut pas s'affoler tant qu'on n'a pas un krach boursier de chute de 50%. Là, on est à 4%, ça remonte de 1,3% le lendemain. Ce n'est même pas une correction. Si on voulait une correction pour que les marchés arrivent à leur vrai prix, en gros, la vraie valeur des sociétés, on pourrait baisser beaucoup plus. Donc, je pense que là, il y a là aussi beaucoup de gesticulation. On nous parle de guerre
guerre économique, c'est du bluff en partie, c'est du vrai également en partie, parce que Trump veut vraiment pousser à la réindustrialisation et à la relocalisation, et ça va passer, comme il l'a annoncé lui-même dans son programme, donc il n'y a aucune raison d'être surpris. Il y a aussi le président, le directeur du Trésor, Benson, qui l'a annoncé, il va falloir un rééquilibrage pour que l'Amérique apprenne à ne plus vivre sur sa dette. Aujourd'hui, en Amérique, on fait de la dette pour payer la dette et on vit avec de la dette. Et l'idée, c'est que le dollar ne serve pas de prétexte pour que les économistes américains préconisent de vivre avec de la dette. Il veut relancer la consommation et la production domestique. Et exactement comme les Chinois, qui savent qu'il ne faut pas trop externaliser, et leur but depuis une dizaine d'années, c'est au maximum avoir une consommation et une production domestique et produire pour eux. Donc c'est une tendance générale du monde à la désexternalisation. En gros, quand on dépasse 13-14% d'externalisation, c'est trop. Un pays a besoin d'être lié au monde, mais que la masse de son PIB vienne de sa propre production, de sa propre consommation. Et ça, c'est la vraie stratégie de Trump. Est-ce qu'elle va marcher? L'idée, c'est de se désintoxiquer. Il l'a dit, et ces économistes, qui ne sont pas tous des débiles mentaux, contrairement à ce que l'on croit, ils l'ont dit, notamment le patron du Trésor, il faut se désintoxiquer parce qu'on est drogué à la dette. Ce n'est pas forcément stupide comme vision. Ça, par contre, dommage pour nous. Mais j'ai appris récemment, et je conclurai là-dessus, apparemment, les tarifs généraux que l'Union européenne impose aux boîtes américaines sont supérieurs aux tarifs douaniers généraux que l'Amérique impose aux produits européens. Donc ça, ce n'est pas tout à fait juste du point de vue américain. Ça peut se négocier de manière bilatérale. Malheureusement, pour l'instant, ça n'en prend pas le cours. Et je pense, par contre, il y a une partie de mauvaise foi, bien sûr, dans ce que font les Américains. Ils ne comptent pas les services et l'audiovisuel. Et là, on a plus de 150 ou 140 milliards de déficit. Donc, en fait, le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe, il est nul ou il n'est pas du tout ce que l'on croit si on intègre les services. Mais ils ont la fourberie de ne pas intégrer les services. Ce que l'on pourrait faire, ça nous ferait du bien. Par exemple, ce serait de dire qu'on arrête de diffuser 80% de musique américaine. On arrête d'acheter 80% de séries américaines. En plus, ça ferait du bien à l'âme, parce que c'est quand même souvent pas de très haut niveau culturel. Hein, le boom-boom pop occidental et la pop culture occidentale qui drogue des masses avec une sorte de rythme et de bruit et trois mots dans la chanson, on pourrait très bien vivre très bien sans. Donc on pourrait avoir des représailles aussi au niveau des services du soft power américain, dont Zbigniew Brzezinski, le grand stratège, nous dit dans son livre Le Grand Chessboard, l'une des raisons pour lesquelles l'Europe ne pourra pas s'autonomiser vis-à-vis de nous, même quand elle le voudra, c'est qu'elle est droguée à nos produits culturels, donc elle est américanisée dans son cerveau par notre sous-culture. Il le reconnaît lui-même. Et il reconnaît même que c'est une culture de bas niveau moral, mais il dit ça a fidélisé les Européens, et rien que pour ça, il y a très peu de chances que les Européens, même si on leur fait des sales coups, redeviennent autonomes. Donc je pense que là aussi, ce serait intéressant pour nous de voir une riposte intelligente, mais on n'est même pas capable de riposter. Regardez les Danois, on leur dit « je vais envahir le Groenland », ils ripostent en achetant des armes américaines. Et on a des pays de l'Union européenne qui ont riposté en disant « bon, on vous propose 0% de droits de douane ». C'est-à-dire que c'est carrément un échec et mat. Et donc voilà, tout cela a montré que l'Europe n'existait pas. Et pour conclure, la stratégie de Trump, beaucoup plus fourbe, elle est assez logique vis-à-vis de la Chine, qui est un concurrent déloyal et qui viole tous les droits de l'OMC, les règles de l'OMC, notamment la propriété privée, mais aussi la concurrence déloyale, l'espionnage économique, etc. Par contre, pour l'Europe, c'est beaucoup plus injuste, mais l'idée, c'est de provoquer une division des Européens. En fait, les souverainistes, souvent, aiment bien Trump, et les gens du système accusent les souverainistes d'être des faux patriotes, puisqu'ils aiment l'homme qui fait du mal à l'Europe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces souverainistes, mais là où ils sont logiques, c'est qu'ils se disent « Trump va nous aider à détruire l'Union européenne ». Cette nouvelle Union soviétique européenne, de plus en plus liberticide, avec une sorte de censure qui progresse chaque jour, au nom de la lutte contre les pro-russes ou au nom de la lutte contre le nationalisme ou le repli sur soi, etc. etc. Macron lui-même en a parlé encore il n'y a pas très très longtemps. L'idée, c'est qu'il y a une grande alliance objective entre Trump et les souverainistes européens qui veulent l'éclatement de l'Union européenne et un jour la dislocation de l'Union européenne ou le retour à l'Europe des nations que voulait De Gaulle. Eh bien aujourd'hui, c'est Trump
qui va aider les souverainistes à faire cela. Je ne dis pas que c'est bien, parce qu'on va probablement souffrir si on n'a pas d'accord sur les droits, mais c'est ce que veut Trump. D'ailleurs, pas uniquement lui, des grands stratèges, pas du tout trumpistes comme George Friedman, que j'invite nos auditeurs à relire. Dans sa fameuse vidéo « C'est immoral, c'est cynique, mais ça marche », qu'on peut retrouver partout, George Friedman, comme Friedman, ce n'est pas David, et il dit « Nous, on ne connaît pas l'Europe ». Kissinger disait « Moi, je ne connais pas le téléphone de l'Europe ». Quel numéro de téléphone? En rigolant, il disait. Parce que moi, je ne vois pas qui. L'Europe, c'est rien. Il y a des acteurs européens. Et George Friedman dit « Je connais les Allemands, les Italiens ». Joseph de Maistre disait pareil, d'ailleurs, dans un roman célèbre. J'ai rencontré des Italiens, mais je n'ai pas rencontré, cet homme abstrait que l'on nous vend. Il n'y a que des nations qui ont des histoires et des spécificités. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une doctrine Trump en termes internationaux? Oui, je pense que la doctrine Trump, elle est assez cynique, elle n'est pas forcément réjouissante, mais je pense qu'elle existe parce que Trump, ce n'est pas que Trump, il a quand même une équipe, certes très très fidèle, mais ce n'est pas que des fidèles, contrairement à ce qu'on nous dit sur LCI, ce n'est pas que des lèche-bottes fidèles qui, comme autour de Poutine, trembleraient à l'idée de le contredire. C'est plus fin que ça. C'est des isolationnistes, des néo-impérialistes anti-universalistes, j'expliquerai ensuite. C'est des ultra-patriotes, c'est des gens qui ont les idées de Steve Bannon ou les idées de J.D. Vance, l'Amérique profonde qui ne veut rien savoir de l'interventionnisme et du globalisme, qui veulent l'Amérique d'abord. C'est toute une série d'idéologues qui ont vu dans Trump un instrument. D'ailleurs, même les évangéliques protestants ultra-radicaux, anti-islamiques, etc., ils voient dans Trump un élément parce qu'il a le courage de dire n'importe quoi. Et il peut être... Souvent, les évangéliques disent « c'est un grand pécheur », mais parfois Dieu utilise des pécheurs pour faire venir des bonnes actions. Donc, les uns voient en lui la courroie de transmission des évangéliques, même si c'est un grand pécheur, il n'est pas du tout évangélique, pratiquant. D'autres isolationnistes se disent « il n'est pas isolationniste, mais il se rapproche plus des isolationnismes que les globalistes néoconservateurs. Vous voyez, et J.D. Vance, qui est l'homme du futur pour la droite américaine, qui représente vraiment la revanche de l'Amérique profonde, chrétienne, protestante, enracinée, identitaire, des petites gens, qui n'en a rien à faire de l'Irak ou de la Libye, qui veut les intérêts de l'Amérique d'abord, qui a comme électeur des types d'une pauvreté que même en Europe on ne pourrait pas soupçonner. Il faut savoir que la pauvreté d'un Américain moyen dans les campagnes reculées américaines, c'est assez affligeant. On croit qu'ils sont tous riches en per capita, ce n'est pas vrai. En tout cas, il y en a beaucoup qui vivent avec très très peu et ils ont été déclassés par la mondialisation. Et c'est bien beau qu'une boîte américaine produise mieux au Mexique qu'aux États-Unis, mais eux, du coup, ils n'ont pas de travail. Et c'est le livre de J.D. Vance qui a été préfacé bizarrement par Ockrent. Madame Ockrent, elle a préfacé ce livre de 2016 qui a été réédité. Je viens de le lire, il vient d'être publié. Et J.D. Vance raconte, mais j'invite nos auditeurs à le lire. C'est glauque. C'est pire qu'une série B glauque américaine avec des types du quart-monde qui se tapent dessus, qui pratiquent l'inceste, qui divorcent, ils finissent dans l'alcool, les enfants deviennent délinquants, l'horreur, l'analphabétisme, la déliquescence morale et sociologique, avec parfois ils sont récupérés par un pasteur local. Ça, c'est l'Amérique profonde, déclassée, qui a perdu ses jobs grâce à cause de la mondialisation. Donc, ce n'est pas Trump uniquement qui impose ses vues, c'est toute une série d'acteurs nationalistes comme Bannon, ultranationalistes, presque fachos, protestants évangéliques ultra-mystiques, isolationnistes, qui ne sont pas forcément des fachos, d'ailleurs c'est un courant classique, les isolationnistes, et autres, et ils voient en lui un pion, ou plutôt un vecteur et un leader, et donc ça va durer après lui. Cette tendance-là qui rejoint des nationalistes et des isolationnistes et des identitaires, parce que les évangéliques, c'est les identitaires. Ils veulent que l'Amérique reste en gros chrétienne, pas forcément blanche. Il y a les évangéliques noirs, mais il y a aussi beaucoup d'évangéliques blancs aussi. Et donc tout ça, ça va perdurer. Et donc la stratégie de Trump, pour vous répondre, c'est une stratégie qui vise à faire en sorte que l'Amérique ne soit pas doublée par la Chine. Ce n'est pas la guerre avec la Chine qu'elle veut.
On pourra même s'entendre avec les Chinois. L'idée, c'est qu'on ne soit pas déclassé. Dans mon dernier livre, j'ai parlé du déclassement. Il y a un chapitre entier sur le déclassement. Les Chinois sont devenus très bons en ordinateur quantique. Ils sont devenus excellents en mathématiques. Ils ont doublé les Indiens en mathématiques, qui ont inventé les maths. Ils ont doublé les Européens, mais de loin en mathématiques. Ils sont bons dans pratiquement tous les domaines. Il ne leur reste que la capacité de fabriquer des puces, des chips, en dessous de 4 nanos, qui aujourd'hui est l'apanage des Taïwanais. Il y a aussi des Sud-Coréens, des Japonais qui font des puces, mais les meilleurs... Tous les Asiatiques sont bons, mais là où il y a les meilleures puces, surtout pour l'IA, l'intelligence artificielle, et pour les armements sophistiqués qui sont de plus en plus robotisés, il faut des puces de très très faible résolution, mais aussi pour les téléphonies et l'IA et tout ce qui est automatisation et bientôt tout ce qui va prolonger notre cerveau avec des microchips, etc. Donc l'économie de demain, ce sera la maîtrise des terres rares qui permettent de faire des batteries. Ce sera également le contrôle et la maîtrise dans toute la chaîne de fabrication de puces, que ça soit le gravage, que ça soit, entre guillemets, l'impression, qui se fait aujourd'hui dans les Pays-Bas, que ça soit le gravage pur qui se fait à Taïwan, que ça soit la conception qui se fait toujours aux États-Unis. Si vous voulez, on a divisé en 3 une activité que les Américains faisaient à 100%. Dans une région, dans une logique que dénonce Trump et ceux qui veulent un État stratège, l'idée c'était quoi? La division internationale du travail, qui fait qu'on va déléguer à un Indien et un Chinois la partie chiante d'un travail coûteuse et chiante, répétitive, où on va graver des puces sur du silicium, ça, les Américains ont compris que c'est une vulnérabilité, parce qu'on délègue à des ploucs, tant qu'on pense que ce sont des ploucs. Mais si le plouc, il est passé d'État du tiers-monde à première puissance mondiale en parité de pouvoir d'achat, parce que pour nos auditeurs, la Chine est déjà première puissance mondiale en parité de pouvoir d'achat. Si on calcule en PPA, parité de pouvoir d'achat, et non pas nominal, le vrai PIB de la Chine, ce n'est pas 17 000 milliards de dollars, alors que l'Amérique est à 25, c'est beaucoup plus, parce qu'avec 17 000 milliards de dollars, la Chine fait beaucoup plus que l'Amérique avec 32 ou 35 000 milliards de dollars. Donc en fait, quand on raisonne en parité de pouvoir d'achat, l'Inde est troisième, devant les pays européens, l'Amérique est deuxième, et la Chine est première, et la Russie est quatrième ou cinquième. Donc le monde est vu totalement différemment, et Trump a parfaitement compris ce déclassement. Et toute sa stratégie, c'est récupérer les terres rares, donc le Groenland, il y a plein de terres rares, contrôler le détroit de Panama, parce que les détroits, c'est le nerf de la guerre économique. Quand vous voulez maîtriser le monde, que ce soit pour la stratégie militaire ou pour l'économie, mais l'un protège l'autre, il faut contrôler les détroits, les grands canaux, canal de Panama, canal de Suez, mer Rouge, le détroit de Malacca, détroit de Bab el-Mandeb vers l'Iran, entre l'Afrique et l'Arabie, détroit d'Ormuz entre l'Arabie, péninsule arabique et l'Iran, Malacca bien sûr en Asie, les détroits turcs Dardanelles, Bosphore, d'où l'importance de la mer Noire, bien sûr Panama, c'est équivalent à un détroit, et les ports en eau profonde, parce que pour contrôler le monde, il faut contrôler les océans, parce que pour contrôler le commerce mondial qui se fait par la mer à 80%, il faut contrôler les océans. Et pour contrôler les routes commerciales par les océans, il faut connaître les points d'appui, les ports en eau profonde, et les détroits et les canaux et les canals. Et pour cela, il faut aussi une armée derrière qui assure la sécurité des routes commerciales. On le voit en mer Rouge en ce moment. Et donc Trump a parfaitement compris que la seule solution de ne pas être déclassé par la Chine, c'est un protectionnisme qui va bannir l'avantage technologique pour l'iPhone, pour les téléphones, pour les ordinateurs, pour les puces, pour l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas du protectionnisme, et s'il n'y a pas une coupure entre les deux zones de cybersouveraineté, ce que j'appelle les deux zones de cybersouveraineté, dans mon livre Vers le choc global, on a un chapitre là-dessus, il y a la zone de cybersouveraineté dirigée par les Américains, dont l'Europe fait partie, et tous les pays pro-occidentaux ou occidentalisés, y compris Maroc, etc. Et il y a une autre partie du monde, la seule où on n'est pas esclave des systèmes technologiques de communication américains, c'est la zone de cybersouveraineté chinoise. Et la Chine voulait offrir sa cybersouveraineté à des pays, même occidentaux, qui du coup avaient le choix entre
faire partie de la zone de cyber-souveraineté américaine ou celle des Chinois. Mais si vous faites partie de la zone, si vous entrez comme l'Italie le voulait à l'époque de 5 étoiles, juste avant Madame Meloni, l'Italie avait un grand projet de pivot vers la Chine et d'adopter la 5G chinoise et plein d'instruments de communication chinois. Ça veut dire quoi quand vous êtes dans la zone de cybersécurité, de cyber-souveraineté chinoise? Ça veut dire que la Chine vous espionne, la Chine connaît tout, c'est l'équivalent de la NSA, les services chinois ont accès à ce que vous avez dans le cerveau. Vous passez sous la souveraineté cyber chinoise. Et ça, c'est une question de survie. L'Amérique ne peut pas se permettre de perdre le contrôle des cerveaux, le contrôle des communications et le contrôle de tout ce qui va se diffuser et ce qui va s'espionner dans le monde. Et donc, pour ce faire, les terres rares, le Groenland, le partage de l'Ukraine pour les terres rares ukrainiennes, aussi les terres rares en Russie, l'accès aux métaux précieux. C'est pour ça que l'Amérique n'a jamais banni le palladium, extrêmement important depuis la Russie. L'Amérique n'a jamais banni non plus le titane, très important pour les avions. La Russie n'a pas banni l'uranium russe, l'aluminium et plein d'autres matières extrêmement importantes. D'ailleurs, même pas le pétrole, les produits raffinés russes. Donc on voit bien que l'objectif de Trump, c'est pouvoir être autonome dans toute la chaîne de fabrication de technologies qui seront indispensables à la guerre et à l'économie et au contrôle politique des masses. Et quand on dit qu'il est débile mental, il s'occupe juste des deux choses les plus importantes. Avoir un accès souverain à des terres rares sous souveraineté américaine, produire ses propres puces dans 4, 5, 6 ans, d'où le début de rapatriement de TSMC, des ingénieurs, vers la Californie. À part ça, alors on peut trouver ça impérialiste, oui c'est vrai, c'est de l'impérialisme géoéconomique, c'est pas de l'impérialisme des valeurs. Les démocrates américains se perdaient dans l'impérialisme des valeurs, ce que j'appelle le prosélytisme des valeurs. Ils voulaient répandre le wokisme, la démocratie, le libéralisme, les élections libres et surveillées, etc. etc. Trump s'en fiche totalement. Il sait que pour avoir la puissance globale, il faut faire des guerres que quand c'est strictement nécessaire. Par exemple, l'Iran, ça peut être nécessaire parce que les Houthis, pro-iraniens, bloquent le commerce en mer Rouge. Et là, ça peut être vital. Mais par contre, répandre la démocratie, c'est débile. D'ailleurs, George Friedman, le grand stratège faucon, il dit « La démence nous prend au moment où nous faisons une guerre et plutôt que de rentrer à la maison, on reste en voulant démocratiser le pays. » Là, on est en plein délire mental. L'Europe est en crépuscule assez avancé, d'où la phrase horrible et malheureusement réaliste d'Erdogan. Il disait il y a 2 ans, l'Europe est en voie de putréfaction, déliquescence des mœurs, destruction de la famille, autodestruction de l'identité, sortie de la religion, écroulement démographique, démoralisation, jeunesse perdue qui n'a plus aucune valeur. Et il dit, vous, immigrés musulmans, profitez-en. Et il ajoute, ça c'est terrifiant, faites peur aux Européens quand vous les rencontrez dans la rue.